Bonjour, bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir le docteur Nicolas Kluger, le dermatodétatoué. C'est un médecin qui s'intéresse de très près au tatouage avec un regard bienveillant et expert. Dans cet épisode, Nicolas nous parle de son engagement pour le tatouage auprès du SNAT et de l'hôpital Bichat. Des encres de couleur, du tatouage sur cicatrice, du eyeball et même du détatouage. Aujourd'hui, je reçois le docteur Nicolas Kluger, connu pour être notamment le dermatologue des tatoués. Alors, Nicolas, tu es un médecin français expatrié en Finlande, chercheur en dermatologie au Centre hospitalier universitaire d'Helsinki. Tu es également membre d'honneur du SNAT, donc le syndicat national des artistes tatoueurs, et à l'origine de l'ouverture depuis 2017 de la première consultation de tatouage en France, donc à l'hôpital Bichat. Et une autre casquette également, celle de blogueur pendant 2 ans du dermato-tatoué. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je t'ai retrouvé. Tout à fait. Je laisse un petit peu en suspens actuellement par manque de temps. Oui, j'ai vu que c'était plus alimenté, mais c'est un blog que j'avais découvert il y a quelques années. Donc je suis vraiment ravie de cette rencontre. Habituellement, j'aime beaucoup rencontrer des artistes, mais c'est important pour moi aussi d'avoir une autre vision du tatouage, et cette fois-ci d'un point de vue médical. C'est important de lutter contre les préjugés liés au tatouage, et c'est aussi sur le sujet de la santé qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Donc je trouve ça génial qu'un médecin comme toi s'engage pour cette cause. Merci. Alors ma première question, d'entrée de jeu, c'est quelle est ta propre définition du tatouage ? Ma définition du tatouage. Ouais. Je ne sais même pas si j'y ai jamais pensé. J'ai une définition totalement classique. Les tatouages, c'est des dessins que j'ai envie de garder en permanence sur la peau, qui marquent des moments dans ma vie. J'en ai accumulé beaucoup très vite. Et là, ça fait quelques années que j'ai commencé un peu à ralentir. Donc voilà, mais c'est des choses totalement personnelles. Des choix personnels quand j'ai fait mes tatouages, donc voilà. D'accord. On va commencer par dérouler un peu ton parcours professionnel pour apprendre à te connaître et comprendre comment tu es arrivé au tatouage. Et ensuite, on retrouvera un peu plus sur des détails de fond avec des bonnes pratiques ou des pratiques éventuellement à risque. D'accord. Donc, quel est le lien entre tes études de médecine et le tatouage ? Est-ce que tu as toujours été attiré par les modifications corporelles comme le tatouage ? Mes liens, je suis dermatologue. J'ai toujours été un peu intéressé par les tatouages. C'était vers les années 2000, ça commençait à être un peu plus visible à la télévision, les séries, les chanteurs. Quoique c'était encore un peu connoté à l'époque, c'était pas vraiment facile. Donc j'étais intéressé sans plus. Et puis en fait, comme un peu beaucoup de tatoués, en fait, c'est souvent l'entourage qui influence. Et à l'époque, c'était mon ex qui était intéressé par les tatouages qui a fait le premier pas d'aller chez une tatoueuse. Et j'ai accompagné pour voir. Donc j'ai vu comment ça se passait. Et quasiment en parallèle, j'ai eu mon premier patient tatoué. C'était en 2004 ou 2005. C'était un patient à l'hôpital Tenon qui a fait une réaction sur tatouage. Donc je me suis retrouvé à voir les deux choses en même temps. Les complications, ce qui m'a intéressé. Donc j'ai lu beaucoup plus dessus. Et puis en parallèle, je me suis fait tatouer... mais sans vraiment craindre une complication en fait. Donc j'ai commencé vraiment en parallèle les deux.
Oui, c'est pas les complications qui t'ont fait peur. À la fois, Non. t'as découvert l'acte de tatouage et en Tout à même fait. temps les complications. Puis j'ai vu comment ça se passait chez une tatoueuse professionnelle, très bien, qui n'était pas du tout une image d'Épinal. Aussi, ça t'a permis aussi de changer d'avis. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité ? En quoi le tatouage peut être un sujet de recherche ? Moi j'ai toujours voulu faire de l'universitaire, et en fait, quand on veut faire de la recherche, il faut quand même prendre un créneau qui est libre. On peut pas se mettre sur le créneau de quelqu'un d'autre, c'est un peu moins facile. Et il s'avère que le tatouage, il n'y avait qu'une seule personne en France qui travaillait dessus. Elle s'appelle Catherine Grognard, et d'ailleurs elle connaît Tintin, c'était dans les années 90. Elle travaillait sur les tatouages avec lui, mais elle est partie en semi-retraite, elle est partie à l'autre bout du monde, donc il n'y avait plus personne. Et puis moi je suis arrivé en fait dans le trou à m'intéresser au tatouage à ce moment-là, et j'ai accumulé la littérature, j'ai lu sur le sujet beaucoup, en littérature médicale. Donc il y avait des choses qui sortaient vraiment depuis les années 50. Il y avait déjà des publications sur le sujet. On avait des publications depuis les années 50 et même depuis un siècle. En fait, les Français, déjà à l'époque du tatouage au 19e siècle, écrivaient dessus. D'accord. Donc en fait, j'ai accumulé les données dessus, ça m'a intéressé, et donc petit à petit, j'ai accumulé l'expérience sur le sujet. D'accord. Et tu parlais de Tintin et notamment du SNAT. Donc tu es membre d'honneur de ce syndicat national des artistes tatoueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Quel est ton rôle au sein du SNAT ? Alors mon rôle, c'est juste d'être médecin conseil, c'est-à-dire que les tatoueurs qui ont des soucis, des questions de santé, des questions avec des clients, passe via le SNAT. En fait, il passe via Grenouille, et parfois Grenouille me retransmet les questions des tatoueurs pour leurs clients, ou parfois ça peut être des gens qui contactent pour des questions de santé, parce que le SNAT n'a pas vocation à donner des informations de santé, mais bon, on ne peut pas non plus toujours ne rien faire, donc parfois elle me transfère les messages et après on regarde si je fais une réponse ou pas, puisque ça n'engage pas la responsabilité du SNAT, mes réponses. Mais c'est juste pour un petit peu orienter, donner des conseils de guide pour à la fois les tatoués et à la fois les tatoueurs. Donc c'est plutôt des conseils sans consultation. Là, par rapport à des symptômes qui sont énoncés. Alors ça peut être des symptômes, des photos peut-être. Ça peut être des photos, ça peut être des symptômes. Alors je peux donner une petite opinion, mais de toute façon dans ce cas-là, si c'est pour un tatoueur qui a des problèmes, ça finit toujours par le conseil d'adresser à un médecin près de chez le client, ou qu'ils comprennent contact avec un dermatologue. Si ce sont des avis pour des tatoués qui ont des questions, c'est pareil, on leur donne des avis, on leur donne juste un avis en fait sur une conduite à tenir. D'accord. Ouais, c'est vraiment un rôle de consultant en fait, voilà. de conseil. Je voulais revenir sur la consultation à Bichat. Donc depuis le 21 avril 2017, il existe une consultation tatouage pour la première fois en France qui est à l'hôpital Bichat Claude Bernard dans le 18e arrondissement à Paris, un vendredi par mois, et tu es en charge de cette consultation. C'est une consultation qui est dédiée à la prise en charge des complications associées au tatouage, comme des allergies, des infections, tout type de réactions. Est-ce que tu peux nous dire comment est né le projet de cette consultation et quel est l'objectif de cette consultation ? Alors cette consultation, il existe en fait déjà une consultation de ce type au Danemark depuis quelques années. Et puis étant donné que moi depuis des années je recevais en fait constamment des mails de la France entière, soit de médecins, de dermatologues ou carrément des tatoueurs et même des patients, ça semblait plus logique d'essayer de créer une consultation spécialisée pour centraliser les informations, parce qu'en fait chaque dermato n'a pas beaucoup d'expérience, donc souvent les patients qui contactaient étaient un petit peu désemparés. Donc je me suis dit que je pouvais probablement faire une consultation de la même façon qu'ils avaient au Danemark. Donc j'ai demandé au chef de service de Bichat, que j'ai rencontré en congrès, pour lui demander si c'était quelque chose qui l'intéresserait. Il a dit tout de suite oui.
Et en moins de 3 mois, j'avais signé un contrat avec Bichat pour une vacation une fois par mois, parce que plus, ça semble pas vraiment nécessaire quand même. D'accord, c'est pas encore justifié. Voilà. Mais une fois par mois, c'est un bon rythme, sachant que c'est quand même à Paris. Donc je n'attire principalement que les gens de la région parisienne ou des gens qui peuvent venir sur Paris facilement, même Bien si sûr. parfois j'ai des gens qui viennent de beaucoup plus loin en France. D'accord. Mais ça s'est mis en place assez rapidement. Oui, assez Et rapidement. en dehors du Danemark, est-ce que tu sais si ça existe ailleurs, ce type de consultation? Alors oui, ça existe maintenant aux Pays-Bas, à Amsterdam, ils ont une consultation également qui a ouvert quasiment en même temps que la mienne, ou peut-être un petit peu avant. Il y en a une aux États-Unis, à New York, et je crois qu'il y en a une en Italie, mais elle ne fait pas trop parler d'elle actuellement, donc D'accord. je ne sais pas si elle fonctionne ou pas. Et donc, lors de cette consultation, quel type de cas tu rencontres? Pourquoi les gens viennent consulter un dermatologue spécialisé dans le tatouage? Alors je reçois principalement des gens qui ont des complications sur leur tatouage. D'accord. Ça veut dire effectivement des éruptions, des problèmes de cicatrisation, des infections, un tatouage qui gratte, qui gonfle. Ça c'est quasiment 2/3, 3/4 de la consultation. Et j'accepte aussi, mais au cas par cas, des patients, donc des patients qui ont des maladies chroniques et qui voudraient se faire tatouer. Donc là, en fonction des cas, j'accepte de les recevoir pour discuter, pour voir si on peut, entre guillemets, accepter l'indication, puisque souvent les médecins qui ne s'y connaissent pas très bien vont dire non aux patients, sans savoir si c'est totalement justifié ou pas. Donc dans ce cas-là, dans un petit quart des cas, j'ai des patients qui viennent, donc là on discute en fait. D'accord, mais quel type de maladie pourrait... pour quel type de maladie on pourrait contre-indiquer un tatouage? Alors les maladies pour lesquelles on pourrait contre-indiquer, ça sera... Après, c'est les gens qui ont des traitements immunosuppresseurs pour des maladies chroniques, inflammatoires, immunologiques. Donc si leur immunité est basse, il y a quand même des risques d'infection plus faciles. Donc il faut évaluer si le risque infectieux est important ou pas. J'ai des patients qui ont des problèmes de saignement, qui prennent des traitements anti-agrégants pour des problèmes de cœur, des choses comme ça. Et là, parfois le cardiologue, il veut pas. Peut-être qu'en discutant, peut-être qu'on peut quand même trouver un terrain d'entente. J'ai des gens qui sont venus parce qu'ils ont des allergies, en général, qui viennent me dire qu'ils ont des allergies à des métaux, des choses comme ça, donc ils veulent savoir est-ce qu'ils ont des risques avec des métaux. J'ai des gens qui faisaient de l'urticaire, donc à chaque fois qu'on touche leur peau, ça gonfle. Donc ils se posaient la question, quand ça va tatouer, qu'est-ce qui va se passer? Et puis j'ai déjà eu des gens qui viennent pour des cicatrices très étendues, de brûlures, des choses comme ça, des scarifications très importantes, qui voulaient savoir si on pouvait tatouer dessus ou pas. Mais encore une fois, ça reste au cas par cas, c'est-à-dire que la personne va adresser la demande soit à la secrétaire, soit à moi-même, et je vais regarder si l'indication de voir le patient est pertinent ou pas, parce que sinon je risque de recevoir des gens pour tout et n'importe quoi. C'est pas le but non plus de prendre n'importe qui à ces consultations. Et est-ce que cette consultation a vocation à être déployée au niveau national, d'autres endroits en France? Ça, c'est une question de motivation sur d'autres chutes. C'est évident qu'il faudrait la même consultation dans le sud pour pouvoir se répartir tout le pays. Parce que je suis content d'avoir reçu un patient de Corse. Mais enfin, ça fait cher le voyage. De venir de Corse pour montrer pendant moins d'une demi-heure ses tatouages. Donc il faudrait quelque chose qui centralise. Après, quand moi je reçois des messages de gens qui sont sur d'autres villes, qui sont trop loin, je leur donne des noms de dermatologues que je connais, donc en qui j'ai un peu plus confiance, ou dont je sais qu'ils vont me contacter par la suite avec les photos, donc on peut discuter des cas. Donc on peut aussi faire comme ça, c'est-à-dire que j'ai des dermatologues qui me contactent pour des cas et je leur donne conseil, et puis ils gèrent le patient localement sans que j'ai besoin de le voir. D'accord, donc sans consultation locale, il y a quand même un réseau qui se met en place s'il y a un cas particulier, des questions d'un patient. Oui, les gens ont quand même, les dermatologues, la grande partie des dermatologues ont mon nom, donc ils finissent par trouver mon mail, donc ça finit par arriver. D'accord. Je voudrais qu'on parle un peu des encres. Tu as consacré un article à ce sujet en 2016 appelé « La couleur des tatouages ».
Donc selon l'article, 56% des tatoués ont un tatouage de couleur avec une moyenne de 3 couleurs. En général, le plus courant, c'est le rouge et le bleu. Et tu dis que la plupart des encres viennent de l'étranger, en particulier des États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi sont composées les encres destinées au tatouage ? Alors les encres de tatouage, c'est un mélange assez complexe, c'est de la chimie très compliquée, hein. C'est pas aussi simple, c'est pas que le colorant. Quand on a le colorant, et puis on a plein d'autres produits chimiques dedans, on a des solvants, on a des liants, on a différents additifs que le fabricant est obligé d'ajouter pour donner une cohésion à la couleur, donner des propriétés pour que l'encre telle que le tatoueur l'utilise soit entre guillemets utilisable pour le tatouage. Donc il y a beaucoup de choses dedans, il y a aussi des impuretés, et voilà. Donc l'encre, c'est une partie de colorant et puis plein d'autres choses dedans pour modifier les propriétés de l'encre. D'accord. Et il existe aussi maintenant des encres véganes. Alors je ne sais pas ce que sont les encres véganes parce que, encore une fois, la question c'est qu'il faut que l'encre puisse répondre à un cahier des charges pour le tatoueur et le client qui est qu'il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que la couleur reste, il ne faut pas que la couleur parte. C'est le but. Alors, les colorants, les tatouages véganes, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de contact avec des animaux, en fait. Si je comprends bien, les tests, de toute façon, les encres de tatouage, entre guillemets, on ne les teste pas. Par contre, les composants qui constituent l'encre de tatouage, peut-être ont été testés chez les animaux, ça, je ne sais pas. Mais voilà, qu'elle soit végane ou pas, l'encre, la question, c'est est-ce que le résultat, quand on l'utilise, est identique aux encres standards? Ça, je ne peux pas dire parce que je ne sais pas qui en utilise, en fait. Non plus, je ne sais pas s'il y a des tatoueurs qui utilisent vraiment ça. Et si le résultat est aussi il y a pas mal de tatoueurs maintenant qui utilisent des encres véganes. Enfin, il y a même tout un groupement de tatoueurs. Après, effectivement, je ne connais pas le détail des encres qui sont utilisées et encore moins leurs composants. Et est-ce que tu penses que le choix des encres a un impact sur le tatouage ? Ça, c'est plus les... Alors, sur le résultat esthétique, je pense que c'est plutôt les tatoueurs qui savent, puisque les tatoueurs savent entre eux les encres à utiliser et pas les encres à... Donc à ce niveau-là, je ne pourrais pas trop me positionner. Après, sur les complications, et notamment les allergies, alors c'est un petit peu compliqué actuellement, on marche un peu sur des œufs, parce qu'effectivement, on voit quand même des marques qui sortent plus souvent quand les patients viennent nous voir, mais on sait aussi que ces encres-là sont celles qui inondent le marché. Je ne sais pas combien on a de marques au total, une dizaine peut-être ou une quinzaine si on regarde sur internet, mais à la fin, les noms qui sortent, il n'y en a pas 15. Donc c'est vrai que moi je vois plus souvent les marques américaines parce que c'est ce qui est le plus utilisé. Alors c'est difficile pour moi de savoir si c'est vraiment parce que l'encre américaine est en cause ou est-ce que c'est simplement le fait que c'est comme c'est la plus utilisée, au final c'est celle-là qui a le plus de chances de sortir. Il faudrait vraiment étudier la proportion en fait, de réaction par rapport à l'utilisation globale de ces encres. Et justement, quels sont les risques liés aux impuretés des encres ? On parle notamment de chrome, de nickel, de cobalt. Est-ce qu'il y a des risques réels pour Alors les risques, oui, ils existent ou ils existaient. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait la chimie des colorants, parce que maintenant les colorants qu'on met dans les encres, les fabricants, ce sont des colorants dits azoïques. Avant, la coloration qu'on employait pour obtenir la couleur, c'était effectivement des métaux. Le rouge, c'était du mercure, le bleu, c'était du cobalt, effectivement, et le chrome donnait du vert. Ça, c'était dans les années 70, les années 50. Donc, effectivement, là, on a vu des allergies apparaître sur les couleurs et on les a attribuées à ces composants. Donc, quand quelqu'un était allergique au bleu, on lui faisait des tests allergologiques. Et on voyait qu'il était allergique au cobalt. Quand quelqu'un faisait une allergie au vert, on savait que c'était le chrome. Maintenant, on a une réglementation qui fixe le niveau d'impureté à un seuil qui est supposé ne pas être allergène. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut trouver des impuretés, mais si elles ne dépassent pas un certain taux, elles sont tolérées. La quantité est insuffisante Elle est considérée comme insuffisante pour déclencher une réaction. Ça concerne le nickel, ça concerne le chrome, ça concerne le cobalt, ça concerne l'arsenic, ça concerne le plomb. Enfin, il y a toute une liste qui est fixée par l'Europe et ça, on l'applique en France depuis 2008. Enfin, l'Europe l'impose depuis 2008 et ça a été implanté depuis des années par la France dans sa législation et même d'ailleurs en Europe.
Donc voilà, c'est vrai que par contre, moi quand même, quand j'ai un patient qui va me dire je suis allergique au cobalt, je vais quand même lui dire de ne pas faire de bleu, de ne pas faire de turquoise. Parce qu'il faut quand même aller dans le bon sens, il faut être un peu dans... Il faut quand même pas prendre de risques et d'aller faire le contraire. Mais sinon, voilà. Donc pour les impuretés, je ne pense pas actuellement que ça soit un souci pour les encres, entre guillemets, officielles, qui sont donc américaines ou européennes, qui subissent des tests. Normalement, il n'y a pas de souci. Après, des encres qui passent entre guillemets sous le marché, sous le manteau, par internet, qui ne sont pas contrôlées, peut-être qu'on trouve du mercure encore, peut-être qu'on trouve de l'arsenic, des choses comme ça qui peuvent poser des soucis. D'où l'importance de toute façon de bien choisir son tatoueur qui choisira bien ses encres. Voilà. Dans tous les cas... Il y a un professionnel quand même. Voilà, ça finit toujours par confirmer ça. Il y a eu une polémique au sujet des nanoparticules, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'elles deviennent dans l'organisme et qu'elles atteindraient peut-être les ganglions lymphatiques. Donc il y a eu une étude sortie en 2017 qui a été relayée par l'AFP et de nombreux médias. Alors ça a fait tout un buzz pour... on va dire des articles souvent assez creux, assez alarmistes, mais assez creux. Quelle est ta position à ce sujet ? Bon, alors les nanoparticules, déjà il y en a partout. Donc les nanoparticules, il n'y en a pas que dans les encres de tatouage. Il y en a partout ailleurs, il y en a dans les crèmes solaires, il y en a dans notre environnement. Donc on est exposé pour les nanoparticules partout. Donc c'est un problème général et pas propre au tatouage. D'accord, ça sert à rien déjà de diaboliser le tatouage sur les nanoparticules. Parce que c'est pas la première fois que la personne était en contact avec les nanoparticules, c'est pas avec les tatouages, mais le matin au réveil. Ouais. Ça c'est la première chose. Ensuite les nanoparticules, alors on sait depuis 2008 qu'il y en a. Donc ces nanoparticules, ça veut simplement dire que ce sont des particules de moins de 100 nanomètres, c'est-à-dire qu'elles sont très très petites et on ne les voit pas au microscope, et donc elles peuvent diffuser plus facilement que les grosses particules qui bloquent. Ce qui pose des soucis, des questions, par exemple chez la femme enceinte, chez la femme qui allaite, voilà, est-ce que ça peut arriver au bébé, qu'est-ce que ça fait ? En général, on évite de se faire tatouer quand on est enceinte ou qu'on allaite. Ça, c'est mes recommandations, c'est une contre-indication pour moi formelle, de bon sens encore. Oui. Maintenant, par rapport à cette étude, qui est en fait une étude allemande, il faut simplement raconter l'étude pour comprendre que c'est ridicule ce qui s'est passé. En fait, les Allemands ont simplement pris plusieurs patients qui étaient en fait des patients décédés, c'était des autopsies. C'était des gens qui avaient donné leur corps à la science. D'accord. Et c'est tatoué. Ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'ils ont pris de la peau tatouée, et ils ont pris des ganglions de drainage de ces personnes. Ils n'avaient aucune information sur cette personne, sur sa vie, on ne sait absolument rien d'eux. Et ils ont juste pris et ils ont fait des mesures différentielles en disant on regarde ce qu'il y a sur l'encre, dans la peau, et on regarde ce qu'il y a dans le ganglion. Et pour certains des cas, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 cas, pour certains des cas, ils ont trouvé des nanoparticules de titanium, d'oxyde de titane dans les ganglions. Il y en avait aussi un peu dans le tatouage. Et donc ils ont dit ah, ça vient du tatouage. Donc l'encre des tatouages a un impact sur les ganglions, etc. Alors déjà, je voudrais dire qu'on sait que l'encre va dans les ganglions, ça on le sait depuis un siècle. Parce que les gens qui regardaient au microscope disaient déjà à l'époque, on dirait que ça va dans les ganglions. D'accord. Et depuis 20 ans, 30 ans, on sait qu'il y a toujours, quand on va, n'importe quel tatoué aura des ganglions de drainage un peu tatoués, parce que l'organisme prend dans la peau et puis ramène ça dans le ganglion de tatouage. Si on a un tatouage dans le bras, dans le creux axillaire, on a un ou deux ganglions qui sont noirs. D'accord, je ne le savais pas, mais c'est une fausse nouvelle. Parce que ça, c'est une nouvelle c'est pas une nouveauté. C'est absolument pas une nouveauté, ça fait 30 ans qu'on sait ça, mais bon, même les médecins, quand ils publient à chaque fois, ils rappellent ces histoires, mais ça fait 30 ans qu'on le sait. D'accord. Donc le fait qu'on trouve des nanoparticules, c'était attendu. Alors ils l'ont démontré, ça c'est très bien, mais on le savait intuitivement, parce que si des gros pigments passent dans le ganglion, on se doute bien que ce qui est tout petit va y aller aussi. Après, l'impact, mais on n'en a aucune idée. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que jusqu'à présent et depuis un siècle, je n'ai aucun cas de cancer des ganglions chez les tatoués. On n'a aucune preuve que ça perturbe le fonctionnement du ganglion. Oui, c'est ça l'inquiétude en fait, de savoir ce que ça pourrait provoquer. Et par rapport aux nanoparticules, encore une fois, les nanoparticules et le dioxyde de titane, on le trouve dans les crèmes solaires. Donc, qu'on met pour se protéger. Donc, et on le trouve dans d'autres choses. Donc ces gens-là, dont on ne connaissait absolument pas la vie, parce que c'est des gens qui ont peut-être 50 ans, 60 ans, et qui ont vécu d'une certaine façon, qui étaient peut-être, je sais pas moi, mécano ou je ne sais quoi,
il y a une raison pour laquelle ils ont toutes ces choses dans l'organisme. Donc, aller dire, interpréter, c'est un peu exagéré. Et puis, de toute façon, c'était juste factuel. C'était juste de nous dire, on a des nanoparticules dans les ganglions. Ça ne veut absolument rien dire à ce jour en termes de conséquences pathologiques. Donc, il faut continuer à suivre, mais il faut quand même être rassurant par rapport à la pertinence, on va dire, clinique de nos jours. C'est-à-dire qu'encore une fois, je n'ai jamais vu un tatoué, ni quasiment aucun cas de complications ganglionnaires attribuables à ces nanoparticules ou à ça. On peut faire des petites choses, on peut avoir parfois des ganglions quand on se fait tatouer, ça arrive. Il y a des gens qui nous disent quand je fais tatouer, j'ai effectivement ça gonfle et puis ça part parce qu'effectivement c'est inflammé, ça réagit. D'accord, oui, une stimulation. Mais voilà, on n'a pas de signes stressants et par extension, on n'a toujours pas de preuve que ça va poser des soucis à l'intérieur, plus loin. D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Non, pour l'instant, le problème, pour moi, c'est la peau. Ouais. Principalement. Et justement, sur la peau, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur. J'en ai souvent parlé sur mon blog Stéphayako et dans le magazine Jeter l'encre. C'est le tatouage sur cicatrice et notamment suite à un cancer du sein. Donc ça peut concerner le tatouage de l'aréole mammaire ou un tatouage plus large sur la cicatrice. Outre l'aspect thérapeutique et de réappropriation de son corps, il y a aussi un impact psychologique certain. Et je voulais savoir ce qu'il en est au niveau médical. Tu as abordé le sujet dans un article en 2016 qui s'appelait « Les tatouages décoratifs après mastectomie ». Et tu y dis notamment que le tatouage médical existe depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce procédé et qu'est-ce que le tatouage réparateur ? C'est juste une adaptation. C'est-à-dire que c'est vrai que le tatouage, la reconstruction, le tatouage où on refait une aréole mammaire, ça existe depuis très très longtemps. Maintenant, probablement que des gens... Alors, pourquoi certaines femmes décident plutôt d'avoir un tatouage, un motif floral, un oiseau ou d'autres dessins ? C'est très probablement personnel et pour des raisons en fait, on va dire psychologiques, je pense, de reconstruction de soi. Ça peut être peut-être aussi dans l'environnement, le fait de voir des tatoués, se dire pourquoi pas. Donc là, c'est juste une adaptation, on va dire, sociétale. Ça ne pose aucun souci en termes il n'y a aucune différence par rapport à un tatouage d'aréole mammaire, si ce n'est que c'est plus gros et que ça va être différent pour la patiente. Donc c'est un tatouage de reconstruction. Alors c'est vrai que c'est pas un tatouage de reconstruction, on va dire, parce qu'on reconstruit pas une aréole, mais on met un grand dessin, mais ça on va. La crée, on le recouvre, recouvre une cicatrice en fait. Voilà. Et après, c'est réparateur au sens effectivement psychologique où ça permet à la personne de clôturer l'histoire carcinologique. Justement, quand tu dis clôturer, je rebondis là-dessus parce que est-ce qu'il y a un moment opportun pour le faire ? Est-ce qu'il y a des contre-indications avec les traitements ? À quel moment il est préférable de se faire tatouer ou pas ? Il faudrait voir avec des oncologues, mais ce qui me semble logique, c'est qu'on fait ça après, quand la maladie est considérée comme en rémission, c'est-à-dire que tous les traitements ont été faits, donc habituellement c'est chirurgie, on a retiré les ganglions, on a des rayons, et puis on a la chimiothérapie, ou dans l'autre ça dépend les protocoles. Donc c'est une fois que tout ça est terminé. Voilà. Et souvent les radiothérapeutes, de ce que j'ai lu, considèrent que c'est 6 mois, 1 an après la radiothérapie qu'on peut tatouer. D'accord. Parce que la peau, en dermatologie, les cicatrices, on dit qu'elles se font effectivement l'année qui suit. En général, quand on se fait même un bobo, une griffure de chat, que ça, là, la cicatrice, elle va vite pendant 1 mois, mais elle continue un peu d'évoluer. Donc effectivement, là, on demande aux gens d'attendre un petit peu et on ne se précipite pas pour aller se faire tatouer juste après avoir fini ces traitements. Il faut avoir un petit délai que la cicatrisation soit complètement finie au niveau de la peau qui a reçu les rayons. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque si on se fait tatouer trop tôt ? Sur le traitement ou sur la cicatrice ? Alors, il n'y a pas de cas rapporté. Ouais. J'ai jamais lu de cas rapporté, mais je ne sais pas si les gens le font de toute façon. Je pense que les médecins vont de toute façon le déconseiller de façon préventive. Donc, je pense qu'on va pas. Voilà, je pense pas que personne va prendre le risque de faire le tatouage de façon plus urgente. Est-ce qu'il y a des cicatrices qu'il n'est pas préférable de recouvrir ? Alors, si on part au-delà des cancers de sein, il y a les cicatrices de cancer de peau. Ça, c'est clair que non. Les mélanomes.
Parce que là, on a besoin de surveiller la cicatrice pour voir si ça revient dessus. Donc là, si on met un aplat dessus, c'est fini, on ne pourra jamais suivre. Donc là, c'est strictement non. Dans les autres types de cicatrices, pas vraiment. Alors après, il faut avoir des attentes réalistes. C'est ce que je dis à mes patients. Par exemple, une cicatrice de brûlure ou des cicatrices très importantes, le but, ça va pas faire disparaître la cicatrice. Les aspérités seront toujours là. Ça peut bien cacher des décolorations, des variations de couleur. Ouais. Mais Parfois, c'est simplement porter le regard ailleurs aussi. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pour porter le regard. Donc c'est comme ça. Mais il faut toujours discuter avec le patient de ce qu'il attend, parce que parfois il peut avoir des attentes un petit peu irréalistes, et après le tatoueur, il faut que moi ou le tatoueur on se mette d'accord pour bien expliquer, ça j'insiste beaucoup avec le tatoueur, pour bien vérifier ce que le patient attend de son tatouage. Mais effectivement, de toute façon ils sont contents de toute façon. D'accord. Et alors, dans une autre pratique du tatouage qui est encore un peu marginale, mais qui commence quand même un petit peu à se répandre, c'est le eyeball, donc, ou plus simplement le tatouage du globe oculaire. Donc, tu as consacré un article en 2015 qui s'appelait « Le tatouage du globe oculaire par les tatoueurs, doit-on s'inquiéter ?» Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette pratique ? Comment ça se fait ? Est-ce que c'est comme un tatouage classique ? Alors non, c'est pas un tatouage classique. Alors là je rapporte juste ce que j'ai lu, parce que je n'ai jamais vu ça et je ne cautionne absolument pas, je dis tout de suite. D'accord. En fait, il s'agit simplement, de ce que j'ai compris de ceux qui le font, en fait, ils piquent et ils laissent l'encre dans le blanc de l'œil se diffuser. Donc c'est pas avec je doute qu'ils utilisent un dermographe, je pense qu'ils utilisent une aiguille. Et donc ils piquent, et voilà, ça donne, parce que tout ce qu'on peut faire, de toute façon, c'est changer la couleur du blanc en une couleur choisie. Oui, c'est pas un dessin, c'est une coloration. Est-ce qu'on utilise les mêmes encres dans ce cas-là ? Je pense qu'ils utilisent les mêmes encres. D'accord. Ce qui n'est d'ailleurs un gros souci, parce que la législation telle qu'on la fixe, les produits de tatouage ne sont pas faits pour être mis sur les muqueuses. Notre législation est faite pour la peau, donc ces encres, ces produits qu'on injecte, on ne sait pas ce que ça fait. Enfin, ce n'est pas fait pour ça du tout. Et même dans la loi, ce n'est pas inscrit. On a bien écrit que quand on regarde la définition de produit de tatouage, c'est un produit qui est fait pour être mis dans la peau. Par extension, on pourrait dire que les gens qui se font tatouer l'intérieur de la bouche, ce qui est une muqueuse, on est déjà hors indication, comme on dit en médecine, hors AMM. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais c'est-à-dire qu'après... Oui, les gens, c'est sûr, mais ça veut dire que les tatoueurs... les tatoueurs, s'il y a des soucis en France, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau légal. D'accord. Je ne peux pas garantir qu'on ne verra pas leur reprocher d'avoir utilisé l'encre pour une indication qui ne l'était pas. Après, les gens peuvent faire confiance aux clients, mais... C'est comme tout, les gens peuvent... Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent après. Donc là, par contre, avec les tatoueurs, on discute aussi de ça, en disant qu'il y a une responsabilité de leur part, et même si la personne dit « je suis d'accord », c'est un peu comme pour nous les médecins, on garde quand même une responsabilité, même si la personne nous supplie de faire quelque chose. Donc il faut quand même un petit peu discuter de ça, mais effectivement, les encres ne sont pas faites pour ça. D'accord. Et dans l'article, tu dis que c'est une pratique qui est intense psychiquement, mais indolore. Alors ça, c'est surprise. Alors ça, c'est tel qu'elle est décrite. Alors ça, c'est ce que je rapporte telle qu'elle est décrite de ce que j'ai lu sur Internet par des gens qui l'ont fait effectivement. Donc voilà. Je comprends que ça puisse être intense psychiquement, parce que forcément c'est une expérience, c'est toujours intense le tatouage, mais là l'œil, je n'ose imaginer. Mais indolore, j'étais assez surprise. C'était ce que certaines personnes ont dit. Est-ce que c'est peut-être qu'ils avaient une appréhension telle de la douleur que ce qu'ils ont ressenti n'avait rien à voir, et qu'en fait ils disent que c'est indolore, mais en fait ça fait quelque chose. Le stress est plus fort que la douleur. Voilà, probablement. Et j'ai lu que cette pratique existe depuis 2007, donc ça fait déjà une dizaine d'années. Est-ce qu'on a désormais assez de recul pour l'évaluer et pour analyser les conséquences éventuelles ? Alors le recul, on l'a pas vraiment, parce qu'on ne sait pas combien de personnes se font tatouer le globe oculaire. Donc ça, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'études. D'accord. Par contre, je trouve que les publications de complications, depuis que j'ai écrit cet article, ont augmenté. Oui, là, l'article est en 2015, donc forcément, ça s'est répandu. Il y en avait 4, je crois, 4 cas ou quelque chose comme ça.
Là, je pense que je crois qu'on doit être on n'est pas à une centaine, on est une dizaine, mais enfin, les cas commencent à sortir dans les journaux d'ophtalmologie. D'accord. Il y a des gens qui se font ça eux-mêmes, auto-tatouage et Ah oui. des choses comme ça. C'est Mais extrême. ça commence un tout petit peu à augmenter avec un tout article tout récent qui mettait en cause aussi les réseaux sociaux, avec des vidéos YouTube qui expliquaient comment se faire un tatouage soi-même Soi-même de du l'œil. globe de Ah l'oculaire. oui. Donc, ouais, donc là, on commence un peu à tourner dans de l'extrême. Alors, c'est quand même, ça reste probablement très, très, très minoritaire. Mais les complications Bien oculaires, là, elles sont massives parce que c'est en fait, la complication, c'est en fait que l'encre rentre dans l'œil, donc dans la chambre, derrière, ça s'inflamme avec potentiellement un risque de perte de vision définitive. Donc, il faut quand même être conscient du risque éventuel. Voilà. Moi, je dirais c'est non. D'accord, donc si t'as un patient... Moi, je prends position, c'est non. Oui, non, mais c'est bien, Voilà. je veux bien que tu C'est- aies une position. Mais- Justement, si t'as un patient qui te parle de ce projet-là, tu lui dis non. Oui, je dis non. D'accord. Et pour rassurer les soucieux ou freiner un peu les téméraires, je voulais revenir sur la pratique du tatouage en elle-même, donc le tatouage plus classique, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe exactement pour la peau lors d'un tatouage? Avec ton œil scientifique, enfin médical, qu'est-ce qui se passe pour la peau? Quels sont les Qu'est-ce qui se étapes? passe? Les aiguilles déjà font des trous, hein, ça perfore l'épiderme, donc pour pouvoir faire introduire l'encre. Alors le tatouage c'est pas un acte naturel, la peau n'est pas faite pour être tatouée. Donc Ouais. la peau réagit parce que il y a des corps étrangers, donc il y a une réaction inflammatoire quasiment immédiate pendant la séance. Hein, tout le monde le sait, tout le monde qui est tatoué, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux. Au bout de quelques heures, on en a quand même marre parce que ça fait mal. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a des cellules qu'on appelle des macrophages, qui sont des cellules qui sont un peu pas les vides ordures, aussi c'est les vides ordures, c'est celles qui viennent manger en fait les corps étrangers et qui essaient de s'en débarrasser et qui vont partir justement dans les ganglions. Donc ce qui va se passer dans la peau, c'est que ces macrophages vont essayer de récupérer ces pigments. Mais il y en a tellement, parce qu'on en met énormément, en fait ils sont dépassés, donc la majeure partie du pigment va rester dans la peau, dans le derme, sous l'épiderme. Il ne va pas bouger, il va rester là, tout seul, à l'état libre, ou parfois dans d'autres cellules qu'on appelle les fibroblastes. Et puis par contre, les macrophages, eux, vont continuer petit à petit, durant toute la vie, vont continuer un petit peu à récupérer des pigments, ce qui explique qu'en fait un tatouage, ça finit toujours un petit peu par vieillir. D'accord, On oui. ne pourra jamais garder un tatouage aussi beau que le premier jour parce qu'il y a ces cellules qui viennent, parce que les pigments aussi se dégradent, parce qu'il y a le soleil ou d'autres choses qui agissent. La qui peau font ça. vieillit aussi. La peau vieillit aussi, les traumatismes, donc il y aura un vieillissement. Donc voilà, et c'est vrai que par contre sur un tatouage qui est fini, une fois que l'inflammation aiguë est passée, c'est vrai que si on fait un prélèvement, il n'y a pas grand chose qui se passe, on voit juste beaucoup de ganglions, on voit beaucoup de couleurs, on voit le pigment au microscope et puis on voit quelques petites cellules qui sont là mais qui font pas grand chose en fait. Ça a l'air d'être assez statique en fait, hein, à l'état normal quand le D'accord, tatouage ouais, est cicatrisé. Mais c'est quand même une sorte d'agression pour la peau, c'est une plaie. Pourquoi c'est une plaie dont on doit prendre soin? Alors c'est une plaie parce qu'en fait le dermographe, l'aiguille du dermographe a fait des milliers de trous, donc ce sont des petites plaies ouvertes pendant la phase de cicatrisation, donc il y a un risque de surinfection si on ne fait pas les soins locaux correctement, qui sont en fait des soins de lavage, de savon, qui nettoient la peau, voire de désinfection avec un vrai désinfectant, même si ça c'est pas ce qu'on fait en France, on se contente plutôt de savon qui nettoie. Oui. Mais voilà, il faut bien s'occuper du tatouage pendant le mois de cicatrisation à cause le temps que la peau se referme pendant le mois qui suit. D'accord. Et justement, quels sont les risques si les règles d'hygiène ne sont pas respectées? Alors là, je pense à la fois aux scratchers qui vont tatouer dans leur salon que les fraîchement tatoués qui vont aller se baigner ou se mettre au soleil. Quels sont les risques? Les risques, c'est que la cicatrisation va être anormale, ça va être des croûtes, on peut avoir des ulcérations et puis ça peut vraiment se surinfecter avec un germe qui se met à se multiplier. Dans ce cas-là, c'est inflammé, il y a du pus. Le problème par rapport à la mer, c'est que comme c'est
des plaies ouvertes. Bon, la mer, ce n'est pas stérile, il y a des germes aussi. Enfin, donc ça peut rentrer. On a eu le cas malheureux il y a quelques années de cette histoire abracadabrante d'un Américain qui allait se baigner 3 jours après son tatouage. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Alors en fait, lui, il n'était pas tout à fait normal. C'était un patient. Il avait des vraies maladies qui le rendaient à risque de faire des infections graves. Et en plus, il s'était fait tatouer et il a attrapé une vraie cochonnerie, un germe qu'on appelle un Vibrio vulnificus, qui est une vraie cochonnerie, qui est un germe de l'eau, une bactérie qui est extrêmement agressive et qui a tué ce tatoué. Mais bon, on a retenu dans les journaux que c'était le tatouage qui l'avait tué, alors que c'était plutôt son terrain à risque qu'il n'avait pas respecté, ou alors le tatoueur n'avait pas donné les informations suffisantes, tout ça on ne saura pas. Ouais, c'était quand même un gros raccourci qui est resté de cette voilà, mais bon, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas aller se baigner. Bon, je pense que l'eau salée sur un tatouage tout frais, ça doit faire mal. Oui, je pense. J'ai pas essayé, je fais attention, mais ça doit faire très mal. Et pour le soleil, alors le soleil, je pense que c'est plus un problème. Bon, déjà pareil, si c'est inflammé, le soleil, le chaud, je pense que ça doit faire un peu mal. Et après, alors j'ai eu des patients qui sont venus voir pour ça, j'étais pas capable de relaxer, mais je me suis posé la question si le fait de s'exposer au soleil n'avait pas un peu, sur un tatouage frais, avait pas un peu prématurément vieilli le tatouage en fait. Oui, j'ai déjà entendu ça effectivement, ça risquait d'altérer. J'ai vu des personnes qui venaient me voir avec des tatouages effectivement où le dessin était pas très beau alors qu'il venait juste d'être fait, et quand on discutait, la personne était à l'étranger au soleil en disant je me suis protégé, mais voilà, si on est en t-shirt léger ou en débardeur, donc il y avait ça. Après on a effectivement également des réactions photo-aggravées ou photo-induites, c'est-à-dire que le soleil déclenche une réaction allergique. Ça peut arriver, c'est-à-dire que j'ai eu ça pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un qui m'explique clairement que le tatouage sous le t-shirt, il n'y a rien, mais que tout ce qui était sur l'avant-bras au soleil, ça a fait des boutons et sur une couleur. Donc là, c'est certain que c'est le soleil qui déclenche quelque chose sur la couleur elle-même et qui fait apparaître un nouveau réactif ou un nouveau produit dans la peau et que notre immunité réagit. Et donc si jamais une infection se manifeste, comment on peut la reconnaître et qu'est-ce qu'il faut faire ? Les infections, habituellement, c'est extrêmement rapide, c'est dans les jours, les semaines grand maximum. Alors il y a du pus, c'est chaud, c'est douloureux, c'est ulcéré, c'est plus une petite ulcération. On s'en rend compte, on ne peut pas laisser passer. C'est douloureux et c'est moche. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller chez le médecin pour mettre des traitements locaux, antibiotiques locaux, voire antibiotiques généraux. Faut pas que l'infection se propage. Voilà, d'autant plus si la personne a peut-être un terrain à risque. Et puis voilà, non, ça se passe mieux après. Ça cicatrise, mais après, s'il y a une infection, probablement que le tatouage ne sera pas aussi joli, où il y aura des cicatrices et il faudra rediscuter avec le tatoueur de faire des retouches. Donc ça peut laisser des séquelles sur le tatouage. Ah oui, si ça cicatrise mal, c'est comme quand on s'arrache un peu les croûtes, ça fait des espèces de zones un peu inhomogènes, ça fera exactement pareil. D'accord, oui, ça peut nécessiter des retouches. Des retouches à distance, parce que là, si l'infection est guérie, pareil, on attend un peu quand même. On ne se précipite pas, parce qu'on n'a peut-être pas envie de remettre une couche maintenant, mais quand on a un peu attendu, on peut refaire une séance, oui. D'accord. Et on peut dire que la pratique du tatouage s'est relativement démocratisée. Je pourrais pas dire depuis quand, parce que c'est vrai que tout le monde a un avis un peu différent sur le sujet, mais notamment il y a une étude de l'IFOP et du STAT en novembre 2016 qui indiquait que 14% de la population française est tatouée, contre 10% en 2010. Et on peut imaginer qu'en 2019, ça a encore augmenté. Qu'est-ce que toi tu penses de cette démocratisation du tatouage ? Alors je peux déjà te dire que ça a déjà augmenté parce qu'on a publié une étude pour l'année dernière, on est déjà à 17%. D'accord, ça m'intéresse toi, cette étude. En France. 17%. Ça ne fait qu'augmenter. On est loin des Américains, les Américains sont à 30%. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire ensuite. Les petits joueurs. La démocratisation... oui, enfin ça c'est... Alors moi ce qui m'amuse, c'est que je me demande quand même si c'est pas générationnel quand même. Parce que aux États-Unis, on sent que la pyramide, enfin entre guillemets, l'âge le plus fréquent des tatoués, ils sont quand même nés entre fin 70, 80, début 90 dans ces eaux-là, donc ils sont plutôt 30-40 ans.
Donc eux, ils vont vieillir, donc ils vont décaler petit à petit l'âge. Donc si on faisait dans 10 ans l'étude aux États-Unis, je pense qu'on dirait que ce sont les 40-50 ans qui sont le plus tatoués. Je serais très intéressé de voir comment les enfants des tatoués vont se comporter et s'ils vont pas un peu décrocher. Ce qui est un peu je sais pas, ça serait intéressant de voir sociologiquement ou psychologiquement s'ils se rebellent contre les parents tatoués en se disant que c'est papa maman qui est tatoué. Oui. Et je pense qu'il va y avoir un petit. J'aimerais bien voir un petit décrochage, mais bon, c'est pas ça peut monter. Ça peut encore monter, voilà, on ne sait pas à quel moment on atteindra un peu le problème, c'est après c'est par rapport aux Français. Hein. Nous, on est en retard par rapport aux Américains. On est en retard sur les Américains du Sud. Honnêtement, les Américains du Sud il suffit de regarder la Coupe du Monde de foot l'année dernière pour se rendre compte que les Américains du Sud, c'était 60% de l'équipe qui était tatouée. Ça se vérifie encore à cette Coupe du Monde chez les femmes. Il suffit de regarder les brésiliennes et les chiliennes et tout ça, c'est assez rigolo, c'est comme les hommes. Ouais, non, j'ai pas regardé. Donc il y a vraiment un côté culturel là-bas. Après, ça va être intéressant de regarder du côté de l'Asie ce qui se passe, si les Chinois se réveillent, tout ça, parce que c'est pas très clair pour l'Asie par rapport aux problèmes, on va dire, culturels. Donc, oui, ça dépend des pays, oui, effectivement. Donc ça va un petit peu bouger, effectivement. Et j'ai lu dans une étude américaine que le tatouage au laser a augmenté de 32% dans le pays, donc c'était en 2017. Donc forcément, eux, ils ont une proportion, ils ont un tiers de la population qui est tatouée, mais à côté de ça, il y a aussi quand même 32% de personnes qui pensent au détatouage, parfois pour des raisons professionnelles d'ailleurs, enfin dans l'étude parlait des raisons professionnelles. Donc ça fait quand même réfléchir sur le détatouage et je me demande est-ce que c'est ce qui nous attend en France ? Ah oui, ça... Parce qu'une grande vague de tatouage, est-ce que ça veut dire une grande vague de détatouage ensuite ? Il y aura probablement des gens qui vont se faire détatouer, oui, le marché du détatouage. De toute façon, c'est pareil, hein, le tatouage est ancestral, on va dire, depuis la nuit des temps. Le détatouage, ça existe depuis la nuit des temps. Donc ça va de pair. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte à dire que le détatouage va augmenter aussi. Après, c'est une question de motivation et de raisons pour lesquelles les gens vont chez chez le dermatologue ou chez le médecin pour se faire détatouer. Mais oui, ça je fais pas de détatouage moi-même, mais je pense que le marché du détatouage se porte bien. Et alors, en quoi ça consiste et qui le fait justement, le détatouage ? Alors, le détatouage, il faut que ce soit des médecins. Alors, il y a 2 techniques principales, soit de la chirurgie, on peut encore retirer chirurgicalement des tatouages s'ils sont petits. Il faut quand même que ce soit sur des zones de peau un peu lâches où en fait on puisse refermer la peau correctement. Alors, au prix d'une cicatrice, il y aura une cicatrice. Oui, il y a des gens qui sont motivés, mais il y a des gens qui sont motivés. Je pense qu'on avait fait une étude en Finlande là-dessus. Il y avait des gens qui demandaient la chirurgie, et je pense que c'était plus un côté. Il y avait un lien psychologique, une raison pour laquelle la personne voulait vraiment retirer le tatouage. Qu'il n'y ait pas de traces, quoi. Voilà, c'était vraiment et là maintenant. Après, la deuxième technique, si on n'est pas chirurgie ou si on ne peut pas, c'est le laser. La plus répandue, la plus connue. Voilà, alors on a 2 types de laser, on a le laser qu'on appelle Q-switch et puis le laser picoseconde, ce sont juste des manières dont le laser fonctionne. Ça marche bien, c'est pas la panacée, ça marche pas à 100%, c'est long. Oui, le tatouage ne disparaît jamais complètement. On peut pas, ça dépend. Le problème des tatouages professionnels, c'est qu'ils sont très compacts et très bien faits, et donc plus difficile à retirer. Un tatouage amateur part très bien. D'accord. Mais un tatouage professionnel, c'est plus long, et après ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui traditionnellement, à un moment on disait que partaient mal, c'était le vert et le bleu. Ça oblige le médecin, le dermatologue, ou le médecin qui fait du laser à jouer avec différents lasers ou modifier les paramètres pour permettre de traiter le tatouage. Ça prend du temps. Oui, ça nécessite plusieurs séances. Ah oui. Ouais. Très souvent maintenant, les dermatologues ne donnent même plus parce qu'on fait un devis quand on va voir le médecin. Normalement, ils ne donnent plus vraiment de temps parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir en fait. Tout dépend comment ça a été appliqué. Voilà. Donc ça sera les séances qui on nous m'a dit diront. que c'était assez douloureux aussi. C'est douloureux aussi. C'est aussi douloureux que le tatouage ne l'a été. Oui, ça a même une réputation d'être plus douloureux que le tatouage. Peut-être. Je sais pas si c'est le poids du regret où c'est la motivation qui est différente. Mais en tout cas, oui, c'est douloureux. Ça coûte cher.
Enfin, ça coûte cher, ça dépend où on le fait. À Paris, ça coûterait un peu plus cher qu'en province. Mais il y a des séances. Mais encore une fois, il y a un devis qui est fait avant de débuter, donc il n'y a pas de surprise. C'est pas au milieu du traitement qu'on vous donne le tarif, et on vous dit un peu combien ça va coûter. Enfin, un devis. Et quand on a envie de se faire détatouer, on prend rendez-vous avec son dermatologue et on lui parle de ce projet. Il peut conseiller. Alors tous les dermatologues n'ont pas de laser, et tous les dermatologues qui ont un laser ne font pas du détatouage. Donc là, il faut appeler le dermatologue, soit le dermatologue connaît quelqu'un d'autre qui le fait, enfin voilà, soit sur le site du syndicat des dermatologues vénérologues en France, il y a la liste de ceux qui font du laser, mais après il faut téléphoner chez eux pour demander est-ce que vous faites du laser de détatouage. D'accord. Habituellement, il y a un dermato par région qui fait vraiment du détatouage laser habituellement. Mais il faut prendre quand même quelqu'un qui en fait régulièrement, qui a le plateau technique. C'est mieux parce que voilà, il sera plus à même d'aider, prévenir. Donc ça, moi j'ai des noms sur Paris, donc je donne habituellement je donne les noms des gens que je connais ou en qui j'ai confiance pour le détatouage. Ouais, c'est toujours mieux d'être recommandé. Et merci beaucoup Nicolas pour cet échange sur le tatouage. C'était super intéressant et ça permet d'avoir une vision un peu plus détaillée et scientifique. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir ce discours, alors merci beaucoup. Merci. Ça vous a plu ? Alors j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.